Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Deal et Confidence. Aujourd'hui, on s'entretient avec un vrai chasseur d'aubaine. Il est investisseur immobilier depuis 6 ans et spécialisé en flip. Il est également prospecteur en chef chez Mon Prospecteur, donc il s'agit de Jean-Nicolas Lacasse. Vous savez, à tous les jours, Jean-Nicolas Lacasse se promène dans les rues. Il est toujours à la recherche d'un deal. Il cherche, il est alerte puisqu'il vit de ça. Et parmi tous ces bons coups en immobilier, c'est ce qu'on va apprendre avec lui aujourd'hui, il arrive parfois qu'on peut avoir des surprises, comme par exemple ça a été le cas avec son projet à Saint-Hubert. Donc, c'était un gros défi à cause surtout du type de vendeur sur qui il est tombé. On parle d'un propriétaire qui n'en était pas à son premier avis de 60 jours, qui n'était pas nécessairement à son affaire, qui était difficile à rejoindre. Et donc, disons qu'il n'y en a pas eu de facile. En plus, qu'il y a eu des dépassements de coûts au niveau des rénovations. Donc, comment s'en est-il sorti pour son projet de flip? C'est ce que vous saurez en écoutant l'entrevue. Jean-Nicolas Lacasse, bon matin. Bon matin, ça va bien? Salut Jean-Nicolas, oui, merci d'être là. Good, ça me fait plaisir. À ce podcast Deal et Confidence. Et là, tu vas nous parler aujourd'hui d'un dossier assez spécial que vous avez traité, que tu as traité à Saint-Hubert. Parle-nous-en un petit peu. Oui, exact. Écoute, le projet, c'est mon premier projet de l'année, en fait, là, qu'on a notarié en fait fin décembre de l'année dernière, puis qu'on a fini au début de l'année. On va l'appeler le Jarry, qui est le nom de la rue. C'est un dossier à Saint-Hubert. Donc, ce qui est intéressant de ce dossier-là, c'est que c'est un dossier que moi, j'ai prospecté la première fois en 2015. De quelle façon? C'est un avis de 60 jours. Donc, moi, je suis vraiment un spécialiste des avis de 60 jours. Donc, il était tombé en avis de 60 jours en 2015. Je me souviens que j'avais eu beaucoup de difficultés à rejoindre le propriétaire. J'étais allé plusieurs fois à sa porte. J'avais trouvé les coordonnées de sa compagnie aussi. J'avais été là, pas, sans réponse, téléphone, pas de réponse. Puis en 2015, j'ai fini par s'en sortir. Il est retombé en défaut de paiement en 2016. J'ai encore prospecté, recogné à sa porte, aller le voir. Il a réussi à s'en sortir aussi, donc probablement trouver l'argent pour régler. Et il est retombé en défaut en mai 2017. Puis là, à ce moment-là, c'était un de mes un prospecteur on travaillait ensemble, c'est lui qui s'occupait du territoire de la Rive-Sud. Fait que j'ai tout forwardé mes notes de l'époque avec certaines coordonnées pour y envoyer. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est comme je vous dis, il est tombé en défaut en mai 2017 et on l'a closé chez le notaire, la transaction conclue, en décembre 2018. Donc, ça a pris 7 mois avant que l'avis de 60 jours, entre l'avis de 60 jours qui est sorti et que nous, on le signe. Parce que vous avez retardé finalement les conséquences de l'avis de 60 jours, vu que vous étiez arrivé dans le dossier. Ben, le processus a suivi son cours. Ça prend à peu près ça, 6 mois là, pour, avec la date de cours, le jugement, des trucs comme ça. Fait que ça peut prendre jusqu'à 6 mois avant que ça se règle au complet. Puis, oui, dans ce dossier-là, quand il nous a appelé à minuit moins 30 secondes à peu près, vraiment. Donc, on l'avait signé à 222 000. Il était évalué à 315 000. Il y avait tout le sol à refaire dans la maison. Il était évalué au municipal. Évaluation marchande, selon nous, environ 3,35 une fois rénové. Donc, vous avez payé 200? Ben, la première promesse d'achat, on l'avait à 222 000. OK. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a signé, minuit moins 5, etc. J'avais été très clair avec le vendeur. Je dis, écoute, on est à minuit moins 5, j'ai pas parlé aux avocats encore, mais appelle l'avocate, dis que tu as une promesse d'achat acceptée sur ta maison, elle va lever les procédures. Fait que oui, c'est beau, je m'en occupe. Entre-temps, on avait mis un cadenas à la porte, parce que moi, je savais qu'il fallait faire ça vite, donc je voulais que mon prêteur vienne, je voulais que le contracteur vienne, puis je voulais que le gars de fondation vienne aussi, parce que c'est des petits éléments que j'étais moins sûr. Donc, c'est ça. Fait qu'on remplit la promesse d'achat, il est supposé s'en occuper. 2 jours plus tard, je me présente à la maison avec mon prêteur, maison sécurisée. Porte barrée, compagnie de gestion sur la maison sécurisée. La banque a sécurisé la maison parce qu'elle n'était pas habitée. Le propriétaire ne l'habitait pas. Okay. Donc, moi, panique, appelle le gars. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, je l'ai pas appelé, je l'ai oublié. Appelle l'avocate. J'ai envoyé ma promesse d'achat. Elle me dit, écoute, c'était signé avant. Fait que oui, c'est correct, je te laisse du temps, j'arrête les procédures. En fait, excuse-moi, il a fallu que le propriétaire, il dise ça, parce que moi, je ne pouvais pas parler directement à l'avocate. Je n'étais pas un tiers impliqué encore. Fait que il m'a donné il a appelé pour coordonner, le propriétaire, il a appelé pour coordonner tout ça. J'ai parlé à l'avocate, elle m'a dit, écoute, regarde, il est sur le coin de mon bureau, j'ai rien qu'à l'envoyer, puis c'est réglé, là. Fait qu'elle m'a laissé 2 semaines. Je te laisse 2 semaines pour lever tes conditions. La seule condition que j'avais, c'était le financement.
Fait que elle m'a débarré à la maison, fait que j'y étais avec mes gars puis tout. Et suite à ça, j'ai renégocié à la baisse à 205 000 le prix d'achat. Oh! Parce que là, il y avait des problèmes de fondation. Puis le propriétaire était complètement squeezé. Là. Il n'y avait plus accès à sa maison. Il n'y avait plus d'autres vendeurs, d'acheteurs dans le pipeline. J'étais la seule personne possible. Fait qu'évidemment, j'ai profité un petit peu de la situation pour renégocier à la baisse. Parce que lui, je savais qu'il y avait une hypothèque en tout et partout d'à peu près 190 195 000. Oui, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que lui, il rentrait quand même dans son argent? Ben, la première fois, il faisait un profit. Fait que il était à un coup de téléphone de faire 17 000 de plus dans Voilà. ses poches. Puis la morale de l'histoire, c'est qu'au final, ce projet-là, il a un peu mal viré. On a fait de l'argent quand même. On a fait 19 000 à Sur deux. votre flip, parce que vous l'avez revendu après? Oui, exactement. Fait qu'une fois revendu, les frais payés, etc., on a seulement fait 19 000 de profit. Fait que ça n'a pas été un gros coup de circuit, mais je ne l'aurais pas négocié 17 000 de plus. Oui. Les profits, il n'y en aurait pas eu pendant tout. Là. Fait que, Puis est-ce que tu trouves ça, est-ce que tu trouves que ça vaut quand même la peine? Parce que j'imagine que ton plan A, c'était de faire plus que 19 000 ouais. Et là, quand on se ramasse avec tous ces mois-là de travail pour 19 000 est-ce que tu crois quand même que ça vaut la peine? Ben, écoute, c'était ça, c'était un petit peu décevant, surtout qu'on était deux là-dedans. Là. Fait que, Ça fait 19 partagé par deux, 9 fait de 500. calcul, ça fait pas un gros profit. Fait que oui, évidemment, c'est frustrant. On a eu des imprévus. On a eu un 10-12 000 d'imprévus, en fait, là, qui est arrivé. Puis une grosse leçon que j'ai appris là-dedans aussi, c'est au niveau de l'entrepreneur. On n'a pas signé de contrat avec l'entrepreneur, on y était avec un à l'heure. OK. Fait que ça nous a coûté un bras et une jambe dans ce dossier-là. Fait que c'est un des gros apprentissages que j'ai fait aussi. Là. Mais oui, évidemment, c'est un peu frustrant. C'est quand tu arrives dans les derniers mois, puis tu sais que, surtout avec un prêteur privé, là, ça me coûtait pas loin de. C'est un peu dans le 200. Mes frais, ça me coûtait à peu près 2500 par mois posséder à la maison. Tu sais. Ouais. Fait qu'évidemment, quand tu es rendu à 19 000 de profit, toi et moi, il y a un 10 qui part. Hein, oui, ça crée une certaine pression, je te dirais, mais ça n'a pas duré longtemps, on a vendu vite. Fait que, on a notarié en décembre. En février, la maison était finie. On l'a mis sur le marché en février. Mars, on a fait des portes ouvertes à tous les fins de semaine. Puis je pense que ça s'est vendu en 5 ou 6 semaines, quelque chose comme ça. Fait qu'on a été chanceux. Avec du proprio. Ouais, on était bien chanceux, on était bien contents. Puis dis-moi, en tout et partout, là, combien ça fait de suivi, ça? On va dire, peut-être pas depuis 2015, là, mais... Oui, mais c'est ça. Je t'aurais dit une cinquantaine, tu sais, à ce point-là. Mais si on regarde, mettons, en 2017, là, ouais. Donc, évidemment, mon prospecteur qui était dans le coin, qui travaillait avec moi dans ce secteur-là, il a été plusieurs fois. Jusqu'à temps qu'il tombe sur sa conjointe, une heure de dîner, qui allait là pour fumer, juste pour checker la maison. Fait qu'il a réussi à rentrer en contact avec elle. C'est à partir de là que ça a comme plus déboulé. Après ça, nous, on l'a appelé à plusieurs reprises pour le signer la première fois à 2,22, mais ça a quand même bien été. Puis après ça, dans le brouhaha qui est arrivé avec la banque, etc., ça savait que ça a été super compliqué. Parce que lui, évidemment, il se sentait échaudé. Là, il ne voulait pas dropper de 17 000, mais en même temps, je veux dire, moi, j'avais une soumission de gars de fondation. Fait que j'avais quand même des raisons de leur négocier. Fait que ça savait que ça a été une étape difficile. Là. Je te dirais qu'il y a eu plusieurs suivis, coups de téléphone, etc. Fait que, écoute, moi, dire 20 et plus. Moi, dire 20 et plus, là, parce que c'est un dossier qu'on a fait beaucoup de suivi, que ce soit en porte-à-porte, que ce soit au téléphone, que ce soit par Facebook aussi. Une année, j'essayais par tous les moyens de le rejoindre, Facebook, texto. À sa compagnie. J'étais à sa shop une couple de fois aussi. Fait que, puis, dis-moi, Jean-Nicolas, toi, ta méthode d'analyse là, pour savoir, celle-là, là, je veux vraiment l'avoir, cette maison-là. Ça serait un bon potentiel là, pour mon flip. C'est quoi que tu regardes? Bien, évidemment, moi, je vais dire les comparables. Je sais qu'à ce prix-là, je l'ai payé avec les Renault. J'avais beaucoup d'espace. Là, évidemment, 205 000 prix d'achat. Là, on a prévu 70 000 de Renault. Finalement, on a mis plus 100 000. Puis, j'ai été évalué à 3,17 si ma mémoire est bonne. Puis, je savais que les comparables dans le secteur se vendaient autour de 3,35 à peu près. 3,30 à 3,45 à peu près. Puis la maison, elle avait vraiment un cachet particulier. Là. Il y avait une rallonge qui avait été faite sous forme d'une verrière un peu. Fait que c'est toute vitrée. C'est une belle rallonge au niveau de la salle à manger. Fait que c'était vraiment... ça, j'ai misé là-dessus. Donc, c'était Saint-Hubert, donc une première couronne. Fait que ça, je savais que c'était un bon emplacement. 2, la maison, elle avait un cachet particulier. 3, il y avait un immense garage séparé de la maison. Un immense garage. C'est un gros plus. Il y avait un parc en arrière, donc pas de voisin en arrière, un autre plus. Puis pourquoi, je vais faire un lien avec ce que j'ai dit tantôt, pourquoi j'ai pris mon contracteur à l'heure là-dedans, c'est que souvent, quand je fais mes projets, je mets une pancarte à vendre jour 1. Tout de suite, oui.
de suite. Puis moi, j'étais avec le gros garage de l'emplacement. Je suis sûr qu'on va ramasser un contracteur qui va vouloir venir l'habiter. On met la pancarte tout de suite. Je commence les rénaux en payant mes gars à la semaine. Puis une promesse d'achat qui va débarquer. On arrête tout, puis on vend tel quête. On vend où est-ce qu'on est rendu. T'sais. C'est jamais arrivé. Fait que c'est pour ça que là, une semaine passe, on continue avec l'entrepreneur. Mais là, chargé à l'heure, ça m'a coûté très cher, beaucoup plus cher. Puis ça affecte un petit peu le profit final avec les imprévus aussi. Fait que... OK. Puis au niveau de la vérification diligente, qu'est-ce que tu fais, toi, au niveau de ces étapes-là? Ben, l'autre, on l'avait visité. En fait, au début, on était 3 là-dedans. Fait qu'il y avait moi, mon partenaire Olivier Lepage, puis il y avait aussi le prospecteur du secteur, Dimitar. Eux n'étaient pas intéressés à faire le projet, puis il n'y avait pas de liquidité à ce moment-là. Donc, je leur ai racheté la promesse d'achat. Donc, je leur ai donné un montant là, pour que je la ramasse toute seule. OK. Puis j'ai fait le projet en partenariat avec un autre investisseur que lui aussi avait beaucoup de mise. Il y avait de l'argent nécessaire pour... Il y avait 50 000 nécessaires pour faire les rénaux puis partir le projet. Donc, fait qu'évidemment, nous, on l'a visité une fois, 2 fois. Après ça, j'ai amené mon prêteur, qui est également un évaluateur agréé. Fait que lui, quand il me dit, ben oui, écoute, c'est beau, je te passe l'argent. Fait qu'en partant, ça me rassure. Je veux dire, quand j'ai des... Tu sais, quand tu as un deal, finalement, là, c'est quelque chose que je dis souvent aux gens que je forme en immobilier. Quand tu as un deal, là, le marché va te parler. Là. Tu vas trouver du cash, tu vas trouver des partenaires, tu vas trouver... Le monde va venir tu vas le publier, puis le monde va dire, ouais, OK, mais c'est bon cette affaire-là. J'embarque, oui. J'embarque. Fait que mon prêteur est embarqué, mon partenaire a embarqué. Puis après ça, j'ai fait venir des contracteurs aussi, fait qu'ils viennent, puis ils valident un peu mes chiffres au niveau des rénaux. Fait que quand tout ça s'accumule, puis OK, ben moi, ça va te coûter X, Y, Z de faire le projet. Tu rentres dans la machine à saucisses, puis le prix d'achat, rénaux, possession, prix de revente. Puis, et tu vérifies avec, disons, la ville si tu as le droit de faire tel réno. Tu vérifies si tu as le droit de procéder à ce que tu veux faire dans la maison, aux améliorations, peu importe. ouais. Aussi... Ben, les villes de l'intérieur, évidemment, ça prend les permis, évidemment, pour de rénovation. Mais tu ne touches pas à la structure, tu ne touches pas à des choses majeures. Tu n'as pas besoin d'avoir des permis ou des affaires spéciales. Nous, on ne touchait absolument pas à la structure. Puis, il y a certaines villes qui ont sont plus chatouillées avec les façades. Mm-hmm. Fait que si tu modifies beaucoup la façade, puis la maison est dans un PIIA, là, programme d'intégration architecturale, mais d'intégration, en tout cas, il manque le I du milieu, en tout cas, bref. Je viens de faire un projet à Candiac, puis là, il fallait que je passe par un comité pour changer la façade. À Saint-Hubert, je n'ai pas eu cette problématique-là. OK. Puis quand tu as un deal, puis que juste avant de faire une promesse d'achat ou en fait après, peu importe, ça dépend comment on est pressé, est-ce que tu fais inspecter la maison ou vous avez assez d'expérience pour juger par vous-même? Je ne fais pas inspecter mes propriétés. En fait, celle-là, mon partenaire que j'ai pris, il a voulu la faire inspecter. Ouais. Et moi, il a payé de ses poches, c'était son premier flip. Il voulait l'avoir pour se rassurer de son côté. Ouais. Il dit, écoute, moi, j'en ai que ça ne fera pas tomber à PA parce que je veux juste la faire pour mon premier, gagner de l'expérience, etc. Okay. Il m'avait fait faire une, mais c'est vraiment accessoire. Sinon, non, je les visite par moi-même avec mon partenaire. Parce qu'après, si quelqu'un veut te racheter la maison une fois que tu as terminé ton flip, ces personnes-là risquent de vouloir avoir une inspection d'un inspecteur. Si toi, tu ne l'as pas fait inspecter, il pourrait sortir des choses. Oui, tout à fait. Mais écoute, vraiment, on se fait notre expérience pour ça. Okay. Fait que, évidemment, ils l'ont fait inspecter. Il n'y a rien de majeur qui est sorti à l'inspection. Comme je t'ai dit, j'avais été pratiquement 2, 3, 4, 5 fois dans cette maison-là là, avec différents professionnels. Fait que, une année, j'en visite beaucoup, tu sais c'est quoi les points névralgiques. Là, puis quand même, dans ce dossier-là, on s'est quand même fait avoir un peu. Là, il y avait parce qu'on a eu une grosse infiltration d'eau en plein pendant les rénaux. Fait que ça nous a retardé de pratiquement 2 semaines, puis ça a rajouté pratiquement 10 000 là, de frais supplémentaires, ce dégât d'eau-là. C'est arrivé au bon moment, on est en train de monter les murs. Fait que c'est arrivé au bon moment, on était chanceux dans notre malchance, mais ça a quand même fait déraper un peu le projet pareil. OK. On a vu là, qu'au niveau des négociations, c'était pas évident. Le client n'était pas toujours prêt, on va dire. Ouais, disons-le ici, oui.
procrastiner était mieux pour lui, on dirait. Mais au niveau des négociations, est-ce que tu as des choses croustillantes à nous dire? Ben, comme je vous dis, cette personne-là, ça a été vraiment extrêmement difficile à joindre. Écoute, il habitait plus sa maison depuis 3 ans. Il habitait tout près dans la ville voisine. Fait que, il s'en occupait pas. Il est retombé en défaut plusieurs fois dessus. Tu sais, je me dis, crime, pourquoi en 2015, il l'a pas vendu? Tu sais, il aurait pu vendre, ramasser son équité, mettre ça sur le marché avec un courtier ou du proprio, whatever. Pourquoi il l'a pas fait? J'ai j'ai aucune réponse à cette question-là. La logique fait qu'une année, tu l'habites plus, c'est un problème pour toi. Vends, vends, ramasse Mhm, l'équité puis passe à autre chose. mhm. Bref. Puis ça, OK. je prends cet exemple-là pour lui, mais ça m'est arrivé à plusieurs autres dossiers aussi, que la chose logique, c'était vends, ramasse l'équité, vends l'appartement 1 an ou 2, replace-toi, puis C'est tu ça. sais, une maison, là, c'est 4 murs et un toit, c'est du matériel. C'est pas. Mais beaucoup de gens, ben, les gens accordent beaucoup d'importance ou d'émotion à une maison. En tout cas, bref, dans son Ouais. cas à lui, ça a été. Il était très procrastineux, même une fois que la maison était achetée. Écoute, la banque avait sécurisé la maison. Là, fait que son linge était là, sa vaisselle était là, il y avait un char dans le garage, il y avait une tondeuse dans le garage, il y avait une souffleuse. Fait qu'on lui a dit, écoute, on a pris possession, on a débarré, viens chercher ton stock. Ben, Diane, on a revendu en mars, puis le char, la petite Hyundai Accent, qui manquait juste une nouvelle batterie, était encore dans le garage. La souffleuse était dans le garage. Il n'est jamais venu s'en occuper. Il a fallu qu'on pousse le char dans la rue, puis que finalement, les voisins fassent une plainte à la police parce que le char était dans la rue depuis 1 mois. Puis ils ont Hey, toué le char, puis là, je ne sais plus ce qui est arrivé avec ça, mais je veux dire, c'est assez cocasse. ben, il n'y a rien qui explique ça, logiquement. Je veux dire, une année, tu sais, la souffleuse, je l'ai gardée là, chez nous. Je vais m'en servir cette Ouais. année. Là. Tu sais, je comprends pas. Tu sais, je Il y a comprends des pas. personnalités, il y a des personnalités probablement qui sont comme ça, puis ils sont comme ça dans leur vie. Peut-être qu'ils étaient comme ça dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Fait que, tu sais, C'est sûr. C'est sûr que ça, ouais. il y a une problématique. En tout cas, bref, évidemment, nous, je ne veux pas dire servi, là, je ne veux pas abuser du monsieur, mais je veux dire, évidemment, c'est des scénarios de même que, dans le fond, que moi, je recherche, là, des situations problématiques comme ça. Oui, j'achète une maison en bout de ligne, mais tu sais, quand que pas habité, avis de 60 jours, émotions négatives reliées à la maison, blablabla. Quand tout ça s'accumule, moi, c'est des dossiers qui deviennent intéressants parce qu'il y a Facteur. plusieurs boutons call to action qui sont allumés. Là, là. Exact, exact. Dis-moi, tu parlais d'un prêteur privé tantôt. Est-ce que c'était Ouais. seulement pour la mise de fonds? Comment vous avez monté le financement pour le flip? Oui, exact. Ben, en fait, c'était pour le projet au complet. Fait que en fait, on a signé à 205 000, puis mon prêteur nous avait prêté 200. Il était trois Ah, là-dedans, donc il m'a prêté 200 000, fait que pratiquement 90 95 là, du prix d'achat. Puis moi et mon partner, au final, on s'est retrouvé à mettre à peu près 50 000 chaque. Euh, c'est ça. Fait qu'on était à deux là-dedans. Là. Moi, tout ça, j'avais pas assez d'argent. Là. Moi, j'avais peut-être un 50 000 de disponible. Donc, moi, j'ai mis ça. Mon partenaire en a mis un petit peu plus. Le prêteur, il m'a prêté à du 12 plus 2. 12 d'intérêt plus 2 de frais d'ouverture. Fait que, ouais, exact. Comme ça qu'on OK. a financé ça. Puis toi, ça fait quand même un bout de temps que tu es investisseur immobilier spécialisé en flip. Bon, là, tu utilises des prêteurs privés. On les trouve comment, ces prêteurs privés-là? C'est en réseautant? C'est en, en regardant les autres aller autour de soi? Comment Ben toi? ouais, en fait, ce prêteur-là, c'est la première fois que je faisais affaire avec lui. J'avais déjà soumis quelques dossiers, puis que finalement, moi ou lui, des dossiers qu'il a refusés, des dossiers qu'il a acceptés, mais c'est moi qui a backé. Ce prêteur-là, écoute, une référence d'un autre investisseur. En fait, je travaillais dans un gym avant, moi, puis c'est un monsieur que j'avais rencontré parce que je voulais partir mon gym à l'époque, puis lui était propriétaire du local commercial. Je l'ai OK. appelé, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'argent pour financer un deal. Il m'a référé à cet individu-là, que je l'ai appelé, on a été lunché, puis on a commencé à développer une relation. Fait que j'ai commencé à y envoyer des dossiers, puis ça s'est retrouvé avec le premier dossier que j'ai fait avec lui, ça a été celui-là. Hey, OK. Alors, Jean-Nicolas, qu'est-ce que tu retiens de ce deal-là? Écoute, en fait, il y a 2 points clés là-dedans. C'est premièrement, l'importance de faire des suivis. Comme je dis, cette personne-là, ça fait depuis 2015 que je la suivais. Je le connaissais le dossier, je connaissais la maison. Même si les gens se sortent de la vie de 60 jours, tu sais,
de mon expérience, là, ces gens-là restent toujours on the edge. Ils restent toujours sur le bord du précipice un peu. C'est-à-dire que, une année, peut-être que lui, je ne sais pas si c'était son cas, mais j'ai déjà vu que s'il tombe en défaut de la banque 5, 6, 7, 8 000, ben, il emprunte à un proche. Il emprunte à papa, maman, il a 8, 7, 8, 9 000. Mais les cartes sont loadées. Le char est encore tout pété. La maison a besoin de réno. Mais là, ils doivent de l'argent à leurs proches. Là, ils sont sur le bord de retomber en défaut de paiement. Là, là ils doivent de l'argent, mais là, ils retombent en défaut. Fait qu'ils sont tout le temps sur le bord, puis fait que c'est l'importance de faire des suivis. Fait que même s'ils s'en tirent, ben, je l'avoue, dans ce cas-là, j'ai pas fait de suivi téléphonique à tous les 6 mois pour l'entretenir, là, mais ça aurait été probablement une bonne chose à faire. T'sais. C'est-à-dire, les gens qui sont comme ça vaut la peine de les suivre, même s'ils se sont sortis de la vie de 60 jours, ben, peut-être que dans un an et demi, quelque chose d'autre qui va arriver. Un exemple que je peux te donner, c'est ça, le monsieur s'en était sorti, puis j'avais mal fait le suivi de ce dossier-là, il était rendu quasiment 6-7 mois plus tard. Puis oui, c'est beau, j'ai payé. Mais il me dit, ouais, mais là, je suis en retard de 2 mois. Ah ben. Fait que, tu sais, je l'ai pogné, puis moi, je prospectais suite à l'ancien avis, mais là, il m'a avoué qu'il était retombé, puis il était à 2 mois, donc sur le bord, sur le bord, sur le bord. Donc, l'importance des suivis, c'est capital. Fait que même si la vie de 60 jours, il y a plus que 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois, ben, ça vaut la peine quand même d'aller le voir parce que ça peut devenir un vendeur motivé à n'importe quel moment après ça. Puis qui va rappeler cette personne-là? Ben, il va rappeler la personne qui a été le voir, qui a fait un bon suivi, qui a été gentil, qui a été sharp, qui a été professionnel avec. Exact. Puis moi, c'est ce que je m'efforce de faire à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un. Je ne prends pas pression, vends tout de suite. Non, je m'assis, puis j'essaie de donner certaines solutions. Puis j'essaie de développer une relation de confiance parce que je sais qu'à moyen long terme, c'est ça qui va payer. C'est mon approche. Deuxième chose, tu parlais de... C'est plus par rapport au contracteur à ce moment-là, c'est que contracter à l'heure, écoute, ça a super bien été avec l'entrepreneur dans le sens qu'il a super bien fait ça, les travaux, etc. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que nos objectifs n'étaient pas alignés. T'sais, lui, évidemment, il paye à l'heure, fait que c'est payant pour lui. Son nom est là-dessus. Son nom, il donne une garantie d'1 an sur ses travaux, fait qu'il veut que ça soit bien fait. Moi, je veux que ça roule, je veux payer le moins possible, je veux que ça roule. Lui, il est payé à l'heure, il veut que ça soit bien fait, etc. Fait qu'il a super bien fait ça, j'ai une bonne relation avec, mais nos objectifs n'étaient pas alignés. Le prochain projet que j'ai fait suivant ça, c'est que j'ai fait un partenariat avec l'entrepreneur. Je dis, charge-moi COS ou fais-toi un profit pour la gestion, un salaire pour la gestion, mais je vais donner 15% des profits finaux à la fin. Fait que, à la fin du flip. Fait que ça, c'est potentiellement plus payant pour lui s'il fait ça vite et il fait ça bien. Fait que ça, j'ai trouvé ça génial parce que là, je veux dire, OK, voici voici 30 000, voici ton chèque pour les rénaux, puis ton profit va être à la fin. Fait que, écoute, j'ai pogné la clé, je l'ai jeté dans les poubelles, je l'ai laissé faire le projet, j'ai été quelques fois m'en occuper. Fait que ça a été une grosse différence, puis ça a été suite à ce projet-là que j'ai appris que, dans le fond, ce qui est important, je trouvais important, c'est de bien aligner mes objectifs avec ceux-là de l'entrepreneur. Puis ça a fait que mon stress était beaucoup moins élevé, que je capotais pas quand je le voyais balayer là, à 3h30. Là, mais quand l'autre, je le voyais. 85$ de l'heure. Ben, exact. Là, mais dans l'autre projet, ça m'était arrivé, ça. J'étais comme, hey, laisse faire le balai, là, puis ouais, vite, parce que moi. Passe-moi, je vais le passer. Fait que ça a été un bel apprentissage qu'on peut dire que j'ai fait là, dans ce projet-là. Ah, c'est très intéressant. Et quel conseil tu donnerais, Jean-Nicolas, à quelqu'un qui débute en immobilier? Bien, quelqu'un qui débute en immobilier, j'ai déjà dit dans un de mes webinaires, mais c'est une phrase un peu générale, mais je vais dire que tout commence par un deal. Je vois souvent des gens qui veulent se former, puis ils veulent aller plus de livres, puis plus de contacts, puis avoir déjà l'entrepreneur, le prêteur, puis la fameuse équipe de rêve avant même d'avoir commencé. Ouais. Je dis, écoute, en immobilier, tout commence par un deal. Signe quelque chose là, en bas de la valeur marchande telle quelle, là, puis tu vas voir que, comme dans ce projet-là, les prêteurs vont accepter, les partenaires vont être là, la banque, dans certains cas, va être là aussi. Fait que, le marché va te parler. T'sais. Puis si tu te reviens d'abord, puis tu essaies de vendre ta promesse d'achat, puis il n'y a pas personne qui est intéressé, ben, pose-toi des questions si c'est un deal entre les mains ou pas. Exact. C'est un peu la leçon que je dis aux gens, là, c'est qu'une année, saute dans l'action. Je parle souvent de mon prospecteur. Je dis, écoute, prends-toi un compte mon prospecteur, commence à recevoir des deals, fais affaire avec des courtiers pour qu'ils t'amènent des listings, fais des visites, fais des offres, puis tout commence avec un deal. Si tu veux faire de l'immobilier, trouve-en un, associe-toi avec un gars de plus d'expérience ou annonce-les si tu veux vendre ta promesse, etc. Puis, si quand tu as 5-6 personnes qui se manifestent pour acheter ta promesse d'achat, ben, tu sais que tu as quelque chose entre les mains. C'est ça. Exact. Ben, tout commence par un deal. Ça aurait pu être ta citation, mais... Ça aurait pu être ma citation, c'est vrai, mais... J'aimerais que tu nous cites quelque chose qui t'inspire dans ta vie professionnelle.
Moi, j'étais un professeur, professeur. Moi, j'avais un bac en kinésiologie, donc j'étais entraîneur personnel longtemps. Fait que j'ai souvent fait des pertes de poids, des trucs comme ça. Puis ce que je disais souvent à mes clients, puis ça se rapporte vraiment à toutes les phases de la vie en immobilier aussi, c'est pour atteindre ce que tu n'as jamais atteint, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Ça, j'y crois vraiment fort, que sortir de ta zone de confort, faire des choses que les autres font pas, faire des choses que tu n'as jamais faites avant, mais oui, ça va t'amener à un autre niveau, tu sais. Fait que ça, rappelez-vous toujours de ça, là, pour atteindre ce que tu n'as jamais atteint, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Fait que ça, j'y crois, puis quand je me donne un petit coup de motivation, ou quand ça va-tu marcher cette affaire-là? Je m'écoute. Let's go, je l'essaye, tu sais. Super. Jean-Nicolas, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est très intéressant, ton cas de la maison à Saint-Hubert. Parfait, la Rugerie. On t'en souhaite d'autres, mais des plus simples, des plus faciles. Ah, mais c'est le fun quand même. C'est le fun. Ça fait des belles histoires à compter, ça. Autour de la table à Noël, là. Ça fait des belles histoires à compter. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye. Des portes barrées, des suivis difficiles, des rendez-vous manqués, des dépassements de coûts. Écoutez, en cas de difficulté, il faut pas se laisser arrêter, mais plutôt apprendre de notre expérience et faire encore mieux la prochaine fois. Comme Jean-Nicolas, donc, soyez persévérants et n'ayez pas peur d'oser et de passer à l'action. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les différents types d'actes notariés qu'on peut retrouver dans mon prospecteur, je vous invite à consulter notre e-book gratuit, le guide ultime de la prospection, et vous aurez ainsi une définition là, de tous les actes, dont les avis de 60 jours, les successions, les arrêts de percevoir les loyers, tout ça. Alors, je vous souhaite bonne lecture. Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres confidences d'investisseurs immobiliers.